les attachés de presse doivent gérer, comme on dit aujourd'hui, les interviews avec les journalistes, les passages à la télévision, les signatures dans les librairies, etc., entre un certain nombre d'auteurs, et forcément, c'est une addition de tout à l'ego, et il faut que les attachés de presse sont là deviennent très vite de très fins psychologues, sinon ils se suicident. Donc il y a une allusion. Vous êtes méchante parce que c'est à peine une allusion. Dans 330 pages, vous sortez 3 lignes. En tout cas, vous parlez aussi des modes, des courants littéraires. Ah oui, ça c'est plus important. Voilà. Alors là, vous en parlez et vous moquez assez de la vérité vraie aussi. Mais c'est pas que je me moque pas d'un genre. Je me moque d'un dogme. En général, les grands... Enfin, bon, pour parler de la vérité vraie, disons l'autofiction. Après la chute du mur de Berlin, Laurence Szabo, patronne des éditions du Talion, s'aperçoit que d'une autre chute qui est celle de ses collections de sciences sociales et de sciences humaines. C'est-à-dire que la réflexion sur les sociétés et les groupes humains faiblit énormément, et du point de vue des ventes en librairie, et on voit émerger une littérature qui est une littérature du soi comme sujet et comme objet, et du soi dénonçant l'autre. Alors les enfants qui chargent la famille, les maris qui chargent les femmes, les divorces qu'on raconte, etc. Les procès qui s'en suivent. Voilà, les procès qui s'en suivent, tout ce qui se passe. Et Laurence Szabo se dit, là est le nouveau courant. Et là est le fric. Et elle décide de racheter tous les auteurs de vérité vraie à tous les éditeurs qui pensaient, en embauchant un tel, avoir acheté un petit morceau de la vérité vraie. Elle les rachète tous, ce qui fait énormément prospérer les éditions du Talion, mais évidemment, en même temps, lui rapporte énormément d'emmerdements. Parce que tous ces gens qui dénoncent leur entourage, évidemment, l'entourage réagit. Et le mien, elle leur donne des surnoms. Le mien, c'est celui du roman, qu'elle appelle Alceste. Voilà, c'est Alceste, c'est le dogme. Sa famille veut quand même elle le fait, sa famille l'enterre vivant. Le jour de l'enterrement du père. Oui. Et si Malocène n'était pas là pour le sortir d'affaire... C'est-à-dire qu'il a été poussé d'une chiquenaude, il est tombé dans la fosse du père, et les frères rebouchent. Fallait-il quand même qu'il y ait un problème? Oui, il y a un contentieux. Oui. Donc, là, il y a 2 écrivains, justement, parce qu'il y a Alceste, mais il y a... C'est-à-dire qu'avec la vérité vraie, l'auteur de vérité vraie se bat contre le mensonge, toujours, ou la dissimulation. Et hors le mensonge, il n'y a que ça de sacré en famille. Car le mensonge sert à maintenir les apparences. En réalité, en famille, il n'y a de sacré que le mensonge. Et si vous introduisez là-dedans une obligation de vérité... Il y a des règlements de compte. Oui, bien entendu, vous foutez un bordel monstre, il y a des règlements de compte, vous blessez atrocement les gens, et ils se vengent. Et c'est ça, ce qui entoure l'écrivain d'autofiction, c'est évidemment des réactions extrêmement violentes de gens qui ont perçu de façon extrêmement violente la disparition du mensonge qu'ils avaient mis des générations à peaufiner. Alors justement, il y a 2 écrivains, la côte à côte, il y a Alceste et Malocène. Malocène n'est pas écrivain. Malocène est personnage. Oui, et Alceste le reconnaît. Oui. Et il se dit, non mais attendez, c'est pas possible que ce type ait servi de modèle à un personnage de roman. Et en plus de ça, il déteste la saga Malocène, Alceste. Oui. Cette littérature de confort, une littérature d'agrément. Enfin, c'est absolument tout ce qu'il est, compte tenu de ses principes littéraires, qui consistent à dire, voilà, je suis le détenteur et le propagateur de la vérité vraie. Il déteste les Malocène. D'ailleurs, il parle également de la télé-réalité.
il n'en parle pas, il l'a subi. Il va un jour à une émission qui s'appelle C'est pas un drame. Ça évoque certaines choses, oui. Imaginez une émission qui s'appelle C'est pas un drame et où le meneur de jeu est censé réconcilier les pires situations. Évidemment, ça ne marche pas toujours. Et quand Alceste assiste à cette émission avec sa famille, ça ne marche pas. Et Alceste s'en prend au public, en engueulant le public, en disant comment vous n'avez pas honte d'applaudir au signal, de rire au signal, vous n'êtes pas lassé d'être si nombreux à n'être personne, ce qui fait qu'il finit par se faire lyncher par le public lui-même. Mais vous vous retrouvez dans les propos d'Alceste. Oui, mais sans conviction. C'est-à-dire, je constate que le réel s'organise comme ça, mais ça peut me choquer au plan des principes, etc. Mais c'est comme ça. C'est pas parce que je vais gueuler contre des salles acquises et manipulées que les salles acquises et manipulées nécessaires au spectacle médiatique vont disparaître. Et d'ailleurs, quand je passe à la télévision ou à la radio, c'est une chose sur laquelle les journalistes de télévision et de radio réagissent assez violemment. Ils me disent, mais où est-ce que vous avez vu ça? Que les salles étaient manipulées? Hein? La salle automatique? Je dis, mais attendez, mais moi, comme je suis très lâche, je dis, non, mais c'est mon imagination, c'est pas moi. Il ne sert à rien, enfin, on peut dire aux gens la vérité, mais il ne sert à rien de se gendarmer comme Alceste. Parce que l'autre chose, c'est que dès qu'on incarne une conviction, on devient soi-même un personnage littéraire. L'écrivain de vérité vraie qui considère qu'il n'a que la vérité vraie dans la vie, que c'est le seul mode d'expression littéraire, devient lui-même immédiatement un personnage comme Alceste ou comme... j'aime bien constater à quel point les gens, les heureux propriétaires d'une conviction sont dangereux. En fait. Non, mais ils sont manipulés par leur conviction. Ils sont vraiment transformés en personnages en littérature. Ils deviennent des caricatures. Et vous-même, en tant qu'écrivain, vous vous situez, vous évoluez aussi bien dans la fiction que dans le réel, finalement. Mais en réalité, dès qu'on est un peu sérieux par rapport à ces problèmes d'écriture, on sait très bien que ce qui se joue ne se joue pas vis-à-vis du public, ne se joue pas vis-à-vis de la postérité, ne se joue pas vis-à-vis de la publication. Ce qui se joue à un moment, à des moments rares et précis, où on est d'immersion dans notre langue, dans le rapport qu'on entretient avec notre langue. Quelles que soient par ailleurs nos idées, nos convictions, il y a à un moment donné un rapport d'intimité à la langue, un rapport de joie esthétique, de symbiose entre l'être et la langue, etc., presque pas communicable. Franchement, presque pas communicable. Et quoi qu'on écrive, que ce soit burlesque comme du Malocène ou un peu tragique comme le journal d'un corps, ce qui se joue d'important dans l'écriture se joue là, à ces moments que j'aimerais bien pouvoir décrire, transmettre, mais... On reparlera de l'écriture, j'espère qu'on aura le temps. On va parler aussi du second, du microcosme, non, ce n'est pas un d'ailleurs, c'est de la mafia, l'autre milieu, auquel s'attaque un groupe, on va pas dire de qui il s'agit, évidemment, c'est tout le suspense. Un monde où le monde du foot, le monde des parachutes dorés, le monde de la politique, on est en plein dedans. Hein, ben, la finance, c'est la finance. Le foot, c'est la finance. Oui, un joueur de foot, c'est une entreprise, à lui tout seul. C'est-à-dire qu'il est divisé en parts. Vous avez des banques qui ont des actions sur tel joueur de foot, tant de pourcents. Vous avez des entreprises qui ont les entreprises qui, par exemple, font de la pub sur les maillots de foot peuvent avoir une autre part. La famille a une petite part. Les premiers découvreurs, les entraîneurs ont une petite part. Les clubs vendent des joueurs tout en conservant une petite part. Bref,
d'un point de vue financier, ces garçons qui gagnent apparemment des 1000 et des 100 ne s'appartiennent pas. Ils sont des puzzles d'intérêt. Et ils sont comme des chevaux. Comme les chevaux. Bon. Et évidemment, tout ça à travers un univers extrêmement violent, dont les rapports sont extrêmement violents. Alors il y a des cadavres réels, et il y a des cadavres sociaux, symboliques, comme Platini par exemple. C'est pas du tout un univers rigolo, hein, c'est un vrai univers d'authentique violence. Oui, alors et là vous parlez de l'univers des politiques, puisqu'on a affaire à un ancien ministre. Là aussi, bon, moi je parlais tout à l'heure de Françoise Bernier, on imagine bien, enfin, je pense que les lecteurs devineront de qui il s'agit, je pense que vous avez pris un modèle, hein, quand même. Ou des modèles. J'ai pas besoin de modèle. Alors, c'est le groupe Lama, hein, et ce groupe, bon, qu'est-ce qui se passe en fait ? C'est un homme qui restructure des entreprises, on a ça chez nous. Qui rachète aux francs symboliques des entreprises en jurant ses grands dieux. Un homme ancien ministre. Ben oui, c'est un ancien ministre, mais c'est un ancien tout, et un futur tout. Il bouffe à tous les râteliers pourvu que le râtelier rapporte. Et là, en l'occurrence, il met à la rue 8000 et quelques personnes. Il se licencie lui-même contre un parachute doré de 28 807 204 €. Très important, les 204 €, ça fait honnête. 28 millions d'euros, on se dit c'est un salopard, mais 28 807 204, ça correspond à quelque chose. Ça correspond à quelque chose de réel, sinon ça serait 205. Et là, ce serait un salaud. Donc 204, il est honnête. 92. Et alors, ce parachute doré, 28 207 204 €, n'est pas extravagant, parce que j'ai évidemment étudié la liste des parachutes dorés, qui sont ce qu'on appelle le parachute doré, c'est en réalité une retraite chapeau. Hein. C'est ce que on consent, le groupe consent à donner à un type compte tenu des services qu'il a rendus à ce groupe et qui se sont matérialisés par une rentabilité boursière importante. Donc, et alors, j'ai pris une retraite chapeau moyenne, 28 207 204 €. Mais quand je faisais cette étude, j'étais dans le Vercors. Et dans le Vercors, mes copains sont paysans, RMistes, etc. Et alors, ils s'amusaient à faire les péréquations. Ils disaient, putain, 26 807 fois ma retraite. Et effectivement, quand on met des chiffres en regard les uns les autres, quand on en parle abstraitement, on dit ouais, c'est de la démagogie, gna, gna, gna. Mais dès qu'on les met vraiment en regard les uns les autres, ça prend du sens. Et c'est parce que ce sens, et quel sens est-ce que ça prend? Ça prend, et on va faire un raccourci historique extrêmement rapide, le sens final, c'est l'élection de Trump. Bon, mais là, il faut 5 ou 6 heures pour mais c'est vraiment l'élection de Trump. L'élection de Trump n'est pas une fantaisie. Il y a la disparition des métiers, disparition des salaires des classes moyennes, dématérialisation absolue, y compris des moyens de communication, et la rumeur qui culturellement prend le pas sur l'information, et l'ensemble de ce cocktail fait que vous arrive le Joker de Batman, qui sait parfaitement manier tout ça, et qui n'est pas tombé du hasard. C'est l'évolution lente d'une société vouée à effectivement à la financiarisation, c'est-à-dire à la disparition des métiers, c'est-à-dire des raisons d'être sociales, et tout d'un coup apparaît cette image infernale, mais qui est tout à fait réelle. Donc, et la Pietà, le personnage du roman, est le genre de type qui pourrait donner un Donald Trump. Voilà, dont l'addition finit par donner, peut-être la financiarisation finit par donner l'élection d'un Trump. Oui, alors justement,